Ma femme m'a demandé, pourquoi as-tu l'air si heureux? J'ai souri et répondu, parce que le divorce. Il était 2h13 du matin quand Élise a allumé la lumière de la chambre d'un coup sec, comme si elle déclenchait un exercice d'incendie. Tu comptes rester allongé là pour toujours? Sa voix ne correspondait pas à l'heure. Trop nette, trop énergique, comme si elle avait répété. J'ai cligné des yeux face à la lumière vive, le cœur battant. Mais qu'est-ce qui te prend, Élise? Elle se tenait au pied du lit, les bras croisés sur sa poitrine, ses cheveux sombres tombant sur la flanelle délavée de sa chemise de nuit, mais ses yeux étaient grands ouverts, alertes, pleins d'accusations. Tu ne fais même plus d'efforts, Ryan. Elle a dit, tu rentres du travail, tu manges, tu t'effondres sur le canapé, et c'est tout. Tu es devenu un meuble. Ce mot, meuble, m'a blessé plus qu'il n'aurait dû. Je me suis redressé lentement. Je me lève à 6 heures, je travaille 10 heures par jour. Comment suis-je censé? Ne me sors pas le grand jeu du martyr. Tu n'aides pas à la maison. Tu me parles à peine, et à la seconde où ta tête touche l'oreiller, tu es parti. Ma mâchoire s'est crispée. Est-ce que c'est vraiment à propos de la vaisselle? Ou y a-t-il autre chose? Cette pause, cette demi-seconde de battement. Je l'ai vue, trop rapide pour la plupart des gens, mais je l'ai attrapée. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas spontané. C'était préparé. Élise, dis-je doucement. Pourquoi maintenant? Pourquoi ça? Elle a fait les 100 pas jusqu'à la commode et a ouvert un tiroir, feignant de chercher quelque chose. Parce que j'en ai marre de tout faire, de nous maintenir à flot pendant que tu te laisses porter. Tu veux dire, pendant que je fais des semaines de 60 heures pour rembourser tes prêts étudiants? Elle s'est retournée brusquement. N'ose même pas me jeter ça à la figure. Et ne fais pas comme si j'étais un fardeau. Pendant une longue seconde, aucun de nous n'a parlé. Le silence n'était pas vide. Il pulsait. Tu sais quoi? Dit-elle, soudainement trop calme. Il est peut-être temps qu'on arrête de prétendre que ça marche. J'ai expiré lentement. Je dois être debout dans 4 heures. C'est ça. Bien sûr, ricana-t-elle. Le ciel nous en préserve que tu sois légèrement dérangé. Je suis sorti du lit, je suis passé devant elle pour aller à la salle de bain, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Il ne s'agissait pas de la vaisselle. C'était de la stratégie. Alors que je me regardais dans le miroir, sa voix m'est parvenue de la chambre, étouffée maintenant, mais toujours aussi acérée, cherchant la confrontation pour prendre l'avantage. Une distance émotionnelle sur commande. Quelque chose n'allait pas. Quand je suis revenu au lit, Élise était déjà blottie sous la couverture, le dos tourné. Je n'ai pas dit un mot. Elle non plus, mais l'air entre nous était lourd, comme si quelque chose de vital s'était brisé. Je pensais que nous formions une équipe. Élise, une ancienne étudiante en art devenue coordinatrice des ressources humaines, avait le don d'illuminer les pièces avec des emails soigneusement formulés et des agendas à code couleur. Moi, je travaillais dans la gestion de projets de construction, le verto, casque de chantier, longues réunions et caravanes poussiéreuses. Nous n'étions pas flamboyants. Nous faisions nos courses chez Costco le dimanche et nous nous disputions sur le réglage du thermostat comme de vrais adultes. Nous avions une petite maison de 2 chambres dans le sud-ouest de Denver. Pas grand-chose, mais assez. Un prêt immobilier stable, un jardin à moitié mort mais récupérable. Le frigo rempli de restes et de lait d'amande qu'elle ne buvait jamais. Je pensais que nous étions stables. Je pensais que nous allions bien, mais quelque chose était en train de changer. Et après cette nuit-là, je ne me sentais plus seulement fatigué. Je me sentais traqué. Le soleil a inondé la cuisine comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. Élise était déjà à l'évier, les cheveux relevés, les manches retroussées, fredonnant un air sans mélodie en rinçant une tasse de café. Comme si la tempête de la nuit dernière n'avait pas laissé de débris partout dans notre mariage. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, à la regarder. Pas de « bonjour ». Pas un regard dans ma direction. Juste le cliquetis de la porcelaine et le léger gargouillement du robinet. Et, dis-je finalement, essayant de paraître normal. Tu me fais un café? C'était notre routine. Elle préparait toujours la première tasse. Le sien était plus fort que le mien, et j'avais fini par l'apprécier ainsi. Elle ne s'est même pas retournée, a simplement fermé le robinet et est passée à côté de moi, s'essuyant les mains avec des mouvements lents et délibérés.
Tu as 2 mains, dit-elle. Certain. Je l'ai regardée s'éloigner comme une étrangère. Pas de sarcasme, pas d'étincelle, juste une efficacité froide. Je me suis fait mon propre café. Les mains un peu plus tremblantes que je ne voulais l'admettre. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Nous avions déjà eu des disputes, bien sûr, des trucs de couple normaux, mais ça semblait fabriqué, comme si elle avait tout orchestré, préparé le terrain, construit le dialogue, mémorisé ses répliques, et maintenant venait la suite. Elle est revenue dans la cuisine 5 minutes plus tard, a tiré une chaise et s'est assise comme si nous allions mener un entretien d'évaluation. J'ai réfléchi, dit-elle en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Nous devrions voir quelqu'un. J'ai haussé un sourcil. Un conseiller conjugal? Plutôt un psychologue. Quelqu'un d'objectif, quelqu'un de formé. J'ai siroté mon café lentement. Tu veux dire quelqu'un qui prendra ton parti avec un diplôme accroché au mur? Elle a plissé les yeux. Tu es impossible quand tu te mets sur la défensive. Je ne suis pas sur la défensive. Je suis sceptique. Il y a une différence. Élise s'est adossée à sa chaise, croisant les bras comme pour se préparer. J'ai déjà cherché quelqu'un. Il s'appelle Dr Arlin. Il est dans le coin et il est spécialisé en dynamique relationnelle. Dynamique relationnelle. Quelle belle expression académique pour décrire ce qui était en train de se défaire ici. Tu as déjà cherché, demandai-je. Elle a hoché la tête. Calme comme tout. Oui, il a de bonnes critiques. Je lui ai déjà envoyé un email. Je l'ai fixé un long moment. Donc, ce n'est pas une suggestion. C'est un plan. Elle a soutenu mon regard sans ciller. Appelle ça comme tu veux. Et voilà. Cette pression discrète dans laquelle elle excellait toujours. Faire passer ça pour une conversation alors que la décision était déjà prise. D'accord, dis-je finalement. J'irai. Une séance. Elle a penché la tête. Ça pourrait en prendre plus d'une. Je me suis levé, attrapant mes clés sur le crochet près de la porte. Une chose à la fois. En sortant dans la fraîcheur matinale de Denver, je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment qui me parcourait la peau. Il ne s'agissait pas de nous réparer. C'était autre chose, un coup monté, et elle avait déjà 2 coups d'avance. Je n'avais pas vu Derek depuis 2 mois, mais à la seconde où il s'est glissé dans la banquette en face de moi chez Louis dîner, c'était comme si le temps ne s'était pas écoulé. Il sentait légèrement la graisse et les copeaux de bois. Des années à travailler dans son atelier de menuiserie sur mesure avaient fait de lui le genre d'homme capable de réparer un tiroir en tenant une bière de l'autre main. Alors, dit-il en déchirant un sachet de sucre et en le vidant dans son café. T'as finalement pété un plomb et tu l'as enterré dans le jardin, ou quoi? J'ai esquissé un sourire, mais il n'a pas tenu. Presque. Il s'est arrêté, lisant mon visage comme il le faisait toujours. Derek n'était pas un intello, mais pour ce qui est des gens, il avait un radar. D'accord, dit-il en s'adossant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jeté un coup d'œil autour du vieux dîner, sol à damier, store de travers, une serveuse qui avait l'air d'avoir vu toutes les sortes de chagrins d'amour, et je me suis finalement penché en avant, baissant la voix. Élise veut qu'on voie un psychologue. Derek a haussé un sourcil. Sérieux? Depuis quand? Elle en a parlé ce matin. Elle avait déjà un nom et tout. Dr Arlin. Arlin, renifla-t-il. Ça sonne comme un type qui porte des nœuds papillons et dit des trucs du genre, et qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Je n'ai pas ri. Le sourire de Derek s'est estompé. Ok, mais sérieusement, c'est quoi le problème? Vous traversez une mauvaise passe. J'ai remué mon café, sans vraiment le goûter. Elle a commencé une dispute hier soir, sortie de nulle part, à propos de rien. Puis ce matin, elle agit comme si j'étais paresseux, distant, comme si je ne contribuais pas, il a hoché la tête lentement. Et tu penses que ça semblait mis en scène? Comme si elle l'avait planifié. Qu'elle a construit tout ça pour en arriver à ce psychologue, comme si c'était la finalité. Derek s'est adossé et s'est gratté la mâchoire. C'est assez cynique, mon pote. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu connais Élise. Depuis quand laisse-t-elle les choses au hasard? Ça lui a valu un lent hochement de tête. Elle est clairement méthodique. Méthodique. C'était un mot pour le décrire.
J'ai repoussé mon assiette de pommes de terre rissolées. L'appétit coupé. Elle a dit que le docteur Arlin est spécialisé en dynamique relationnelle. C'est l'expression qu'elle a utilisée. Ça sonne comme une façon chic de dire qu'il est payé pour arbitrer des matchs de cris. Ou, dis-je lentement, il est payé pour valider le récit qu'elle essaie de construire. Derek m'a étudié, puis a dit, alors n'y va pas, j'ai secoué la tête. Si je n'y vais pas, elle va retourner ça contre moi en disant que je suis réfractaire. Fermé, que j'ai peur de grandir. Il a reniflé. Waouh, elle sait vraiment comment piper les dés. Exactement. Nous sommes restés en silence un moment, le bourdonnement sourd du dîner comblant le vide. Puis Derek a dit quelque chose qui m'a marqué. T'as déjà pensé que le but n'est peut-être pas de réparer quoi que ce soit? Peut-être que c'est de préparer quelque chose. Je l'ai regardé vivement. Il a haussé les épaules. Si elle veut partir, ça lui donne une couverture. Elle met le thérapeute de son côté. Elle joue la carte du j'ai tout essayé. Tu finis par passer pour le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Les mots sont restés en suspens. Lourds, inconfortables, mais réels. Je me suis passé une main sur le visage. Et si j'étais juste parano? Alors, au pire, tu vas parler de tes sentiments et tu reçois des conseils hors de prix sur la communication. Il a fait une pause. Mais si tu as raison, alors tu mets les pieds dans quelque chose pour lequel tu ferais mieux d'être prêt. Nous avons payé l'addition et sommes sortis sous le soleil du Colorado. L'air était vif, des feuilles crissaient sur le trottoir comme de petits espions, écoutant nos doutes. Avant de nous séparer, Derek m'a posé une main sur l'épaule. Quoi que ce soit, Ri, ne reste pas sur la défensive tout le temps. Si quelque chose te semble bizarre, fais confiance à cet instinct. Il est là pour une raison. J'ai hoché la tête. Mais la vérité, c'est que je ne savais pas si j'entrais dans une séance de guérison ou dans un piège avec des rideaux de velours et des sourires professionnels. Le bureau sentait la lavande et la patience. Une lumière douce baignait la pièce d'une lueur dorée. Des fauteuils beiges, un tapis discret à motifs de feuilles, une bibliothèque remplie de classiques de la psychologie et de récompenses bien rangées. Rien ne dépassait, presque trop parfait, comme si tout avait été conçu pour vous détendre avant que vous ne réalisiez que quelque chose vous était pris. Le docteur Arlin nous a accueillis avec un sourire si parfait qu'il aurait dû être livré avec un variateur d'intensité. Il avait la quarantaine, une chemise sous un cardigan, rasé de près avec des tempes poivre et sel et une voix de station de jazz, mesurée, chaleureuse, non menaçante. Ryan, Élise, dit-il en nous indiquant le canapé. Bienvenue. Élise était déjà assise avant que j'aie eu le temps de réagir. Elle a croisé les jambes, les mains jointes sur ses genoux, l'air serein. Je me suis assis à côté d'elle, laissant juste assez d'espace entre nous pour tout dire. La séance a commencé par les banalités habituelles, nos noms, nos routines, des questions générales. Arlin a posé des questions sur notre travail, depuis combien de temps nous étions mariés, ce qui nous amenait ici. Élise a parlé la première. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'ai juste l'impression que nous nous éloignons, dit-elle doucement. Il rentre à la maison. Nous parlons à peine. Tout semble mécanique. Je l'ai regardé. Nous éloigner. Le mois dernier, nous planifions un week-end à Breckenridge, mais je n'ai rien dit. Arlin s'est tourné vers moi. Ryan, quel est votre point de vue? Je me suis éclairci la gorge. J'ai été fatigué. Le travail a été intense. Mais je ne réalisais pas que nous nous étions autant éloignés. C'était la vérité. Ou du moins la partie qu'il me semblait sûr de dire. Arlin a hoché la tête, sans juger. Les relations évoluent. Elles traversent des saisons. J'ai réprimé un sourire cynique. Des saisons, voilà ce que nous étions maintenant. La météo. Nous avons parlé à tour de rôle pendant les 30 minutes suivantes. Élise a mentionné des pannes de communication. J'ai évoqué la tension à la maison. Arlin écoutait, prenait des notes et parlait peu. Quand il le faisait, ses mots étaient assez vagues pour s'adapter à la situation de n'importe qui, mais juste assez personnalisés pour paraître pertinents. Finalement, il s'est penché en avant. Parfois, il est utile de parler séparément. Cela donne à chaque personne un espace pour être pleinement entendu. Seriez-vous tous les deux ouverts à des séances individuelles également? Élise n'a même pas hésité. Oui. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête.
bien sûr. Il a souri comme un magicien réussissant un tour simple. Parfait. Nous allons les échelonner cette semaine. Élise, pourquoi ne pas commencer par vous mercredi? Et Ryan, vous pouvez venir vendredi après-midi. Et juste comme ça, nous étions programmés. Sortir de ce bâtiment, c'était comme reprendre son souffle, mais curieusement, Élise souriait. Vraiment souriante. Sur le chemin du retour, elle fredonnait. Dans la cuisine, elle a préparé le dîner sans claquer les tiroirs. Elle a même ri quand j'ai renversé du riz sur le sol. Cette nuit-là, elle s'est blottie dans le lit comme si nous n'avions pas passé une heure à disséquer nos fondations. Et le lendemain matin, c'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Elle était de nouveau chaleureuse, attentionnée. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée et m'a touché le bras en versant le café. Le changement était subtil, mais indéniable. J'avais l'impression d'être entré dans une machine à remonter le temps et d'avoir atterri 2 ans plus tôt. À la fin de la semaine, elle m'embrassait à nouveau pour me dire au revoir le matin. La thérapie marche vraiment, a-t-elle dit au dîner jeudi soir, les yeux brillants. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être que le docteur Arlin était une sorte de mécanicien miracle, resserrant les boulons d'un mariage chancelant. Mais une petite partie de moi, celle qui savait que les sourires d'Élise pouvaient avoir plusieurs couches, l'observait de près. Parce que si c'était un progrès sincère, pourquoi cela semblait-il si répété? La 3e semaine, j'aurais dû me sentir soulagé. Élise souriait plus, cuisinait à nouveau, me touchait l'épaule en passant, fredonnait sous son souffle comme si l'air dans la maison ne pesait plus 10 tonnes. Mais chaque acte d'affection ressemblait à une scène dont je n'avais pas participé à l'écriture. C'était trop lisse, trop facile. Et le truc avec la facilité après une tempête, c'est qu'on commence à se demander qui a nettoyé si vite, et pourquoi. Ce jeudi soir-là, je triais notre compte joint pendant qu'Élise prenait sa douche. Ce n'était pas quelque chose que je faisais habituellement. Élise gérait la plupart des finances, et je n'avais jamais ressenti le besoin de vérifier. Mais cette nuit-là, quelque chose m'a poussé. Peut-être le calme. Peut-être la façon dont elle souriait, comme si elle avait un secret. En parcourant les transactions, tout semblait normal jusqu'à ce que je tombe sur un petit débit de $275 intitulé « Arlin Thérapie LLC ». L'horodatage indiquait mardi après-midi, il y a 2 jours, mais ça n'avait pas de sens. Nous n'avions pas eu de séance de couple depuis la semaine précédente. J'ai cliqué sur le débit, fixant le reçu numérique. Sa douche coulait toujours, alors j'ai attendu. Quand elle est entrée dans la cuisine, enroulée dans une serviette, de la vapeur s'échappant derrière elle, j'ai gardé une voix désinvolte. « Et chérie, une petite question. » Elle a jeté un coup d'œil en se séchant les cheveux. « Oui. Tu es allé chez le docteur Arlin cette semaine ?» Une légère pause. Elle s'est tournée vers le frigo. « Juste pour une séance individuelle. Ça m'aide à garder mon équilibre. » J'ai haussé un sourcil. « Garder ton équilibre. » Elle m'a regardé, souriant trop vite. « Tu sais, ça aide juste de parler, de se recentrer. » On va mieux, alors je me suis dit que j'allais continuer. N'est-ce pas une bonne chose? J'ai hoché la tête lentement. Je pensais juste que, puisque les choses vont bien, on pourrait peut-être arrêter la thérapie complètement. Son expression a changé, à peine, juste un tic dans la mâchoire, mais je l'ai vu. Élise, je ne dis pas de ne pas prendre soin de toi, ai-je ajouté. Je dis juste qu'on est sur un terrain solide maintenant, non? Elle s'est retournée, les 2 mains agrippant maintenant la serviette autour d'elle. Et alors? Maintenant tu comptes les séances comme si c'était un luxe? Le ton était sec. Plus sec que la conversation ne l'exigeait. Je demande juste, dis-je calmement. Une séance de temps en temps, c'est bien, mais si ça devient hebdomadaire, on devrait en parler. Elle a laissé tomber sa serviette sur le panier à linge et a commencé à s'habiller sans un autre mot. Elle me tournait le dos, mais je l'ai vu dans ses épaules. La tension, l'accès de colère qu'elle ne voulait pas que je voie. Je vais continuer, dit-elle d'un ton plat. Ma voix était calme. Même si on n'en a pas besoin. Surtout si on n'en a pas besoin, a-t-elle répliqué sèchement. Et voilà. Plus de chaleur, pas de compromis, juste cette rigidité soudaine que j'avais presque oubliée, encore enfouie sous sa nouvelle douceur. J'ai hoché la tête et j'ai quitté la pièce. Mais quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement le débit.
C'était sa préparation. Comme si elle savait que cette conversation pourrait arriver et qu'elle avait ses répliques prêtes. Pas d'hésitation, pas de bafouillage. Le masque s'était fissuré, juste un peu, mais assez pour me rappeler que la chaleur dont j'avais profité n'était peut-être pas réelle. C'était peut-être de la stratégie. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans le noir, écoutant sa respiration régulière à côté de moi. Et pour la première fois depuis le début de nos séances, je ne me sentais pas comme un participant à notre guérison. Je me sentais comme une variable dans le plan de quelqu'un d'autre. Je savais que je découvrirais quelque chose si j'arrêtais de réagir. C'est le truc avec Élise. Elle n'est pas bruyante par nature. Elle ne hausse la voix que lorsqu'elle est acculée. Alors, j'ai créé un coin. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner. Quelque chose de simple. Des cuisses de poulet, de la purée en flocons et le genre de salade en sachet qu'elle méprisait habituellement. J'ai dressé les assiettes comme elle le faisait pour nous. Couteau à droite, serviette pliée, pas de musique, pas de vin, juste nous. Elle est arrivée, vêtue d'un pull en polaire, les cheveux humides de sa douche d'après-salle de sport. Elle s'est assise et a souri comme si nous étions les vedettes d'une publicité pour un médicament. Ça a l'air bon, dit-elle en rapprochant sa chaise. Je l'ai regardée prendre une bouchée. Puis j'ai pris une bouchée de la mienne, mâché lentement, avalé et posé nonchalamment ma fourchette. Je ne sais pas, dis-je. Ce n'est pas génial. Assez fade. Son sourire s'est figé en pleine mastication. J'ai ajouté doucement, avant, tu mettais plus de cœur dans ce genre de choses. Elle a cligné des yeux, puis a repris sa mastication comme si ça ne l'avait pas touché. Mais je l'avais vu. Le vacillement dans son expression. Le bug. Elle a pris une autre bouchée, plus lentement cette fois. J'ai travaillé tard. Tu aurais pu préparer quelque chose toi-même. J'ai haussé les épaules. C'est ce que j'ai fait. Une autre pause. Puis elle a posé sa fourchette, m'imitant. Tu cherches la bagarre, demanda-t-elle. Non, dis-je calmement. Je fais une observation. Son ton s'est durci. Eh bien, voici la mienne. Tu m'as à peine adressé 10 mots en 3 jours, et maintenant tu veux critiquer mes efforts. Elle s'est levée d'un bond. Les pieds de la chaise grincèrent sèchement contre le carrelage. Tu veux un meilleur repas? Fais-le toi-même. A-t-elle lancé, attrapant son assiette et se dirigeant d'un pas lourd vers la cuisine. Le fracas de l'assiette heurtant l'évier a retenti un instant plus tard. Je suis resté assis là, silencieux, la regardant toujours partir en vrille. Elle ne savait pas que c'était un piège, mais c'était le but. L'explosion avait été trop immédiate, trop violente. Elle ne venait pas de la blessure. Elle venait de la mise à nu. J'avais tiré sur un fil et j'avais vu tout le masque se déformer. Et juste comme ça, j'avais ma réponse. Cette nouvelle Élise, la douce, la coopérative, était conditionnelle. Conditionnelle à ce que je reste passif, à ce que je joue le jeu. Une demi-heure s'est écoulée avant qu'elle ne réapparaisse. Plus calme maintenant, emmitouflée dans un pull trop grand comme une armure. Elle s'est assise à l'autre bout du canapé et s'est trituré les cuticules. Je suis désolé de m'être énervé, a-t-elle marmonné. Je l'ai regardée. Ce n'est pas grave. J'ai essayé, tu sais, a-t-elle ajouté. D'être meilleure. J'ai hoché la tête lentement. Moi aussi. Un long silence s'est étiré entre nous, doux mais fragile. Puis elle l'a dit. On devrait peut-être prendre un autre rendez-vous avec le docteur Arlin. Ma mâchoire s'est légèrement crispée. Voilà, son bouton de réinitialisation, sa baguette magique. Chaque fois que la tension montait, elle ne l'affrontait pas. Elle l'externalisait. Oui, dis-je d'une voix stable. Faisons ça. Elle a expiré, visiblement soulagée. Mais pas moi, car ce n'était plus un couple cherchant des conseils. C'était du théâtre, et je commençais à me demander si le docteur Arlin n'était pas simplement le producteur en coulisses. Cette nuit-là, bien après qu'Élise se soit couchée, je suis resté dans la cuisine, fixant l'évier où elle avait claqué son assiette. J'ai repassé chaque mot, chaque changement de ton. Et puis j'ai ouvert mon tiroir à bric-à-brac, j'ai sorti le petit enregistreur vocal que j'utilisais il y a des années pour les notes de chantier, et j'ai appuyé sur le bouton. Lumière rouge clignotante. Il fonctionnait toujours. Toujours prêt. Il y a un canapé dans le bureau d'Arlin. D'un doux,
coussin profond, du genre qui absorbe votre poids. Il ne faudrait pas grand-chose. Une pression ferme dans la fente. Un petit coup de paume en m'adossant. Pas de câble, pas de bip, juste le silence et la mémoire. Et juste comme ça, le plan a commencé à prendre forme, pièce par pièce. Je ne cherchais pas les ennuis, mais s'ils étaient déjà dans la pièce, j'avais besoin d'entendre ce qu'ils disaient quand je n'étais pas là. Le bureau du docteur Arlin était exactement le même. Des couleurs murales apaisantes, une légère odeur d'eucalyptus, cette même musique instrumentale douce qui fredonnait juste sous le silence, comme pour bercer votre anxiété sans la reconnaître. Élise était devant moi, discutant avec Arlin dans la salle d'attente. Elle a ri à quelque chose qu'il a dit. Trop fort, trop vite. Je pouvais l'entendre d'où j'étais, en ajustant mon manteau sur le porte-manteau. Elle ne savait pas ce que j'avais glissé dans la poche intérieure de ma veste. L'enregistreur vocal était à peine plus long que mon pouce, enfermé dans un boîtier en plastique noir avec un seul interrupteur. Entièrement chargé, 3 jours d'autonomie, activation automatique au son. Je n'avais besoin que de 3 secondes. Lorsque nous sommes entrés dans la salle de thérapie, Élise s'est immédiatement dirigée vers son côté préféré du canapé. J'ai hésité comme d'habitude, faisant semblant d'essayer de m'installer confortablement. Et à ce moment-là, l'appareil dans la paume de ma main, je me suis penché dans la fente du coussin droit et j'ai poussé. Il a disparu sans un bruit. Je me suis adossé, le cœur battant lourdement dans ma poitrine. Arlin a posé la question d'ouverture habituelle. Comment les choses se sont-elles passées depuis notre dernière séance? Élise a commencé à parler. J'ai essayé d'écouter, mais je n'étais pas vraiment là. Mes pensées tournaient autour du petit morceau de plastique dans le canapé, enregistrant tout. Chaque soupir, chaque mensonge, chaque murmure échangé pendant que j'étais hors de la pièce. Pour le reste de la séance, j'ai joué le jeu. J'ai hoché la tête quand il le fallait, j'ai donné des réponses évasives, j'ai souri, et quand Arlin nous a remerciés d'être venus, je me suis levé, j'ai dit au revoir, et j'ai glissé ma main dans la poche de mon manteau comme si de rien n'était. Mais l'appareil est resté en place, seul, et en attente. Les jours suivants, j'étais sur des charbons ardents. Je ne pouvais pas dormir, pas manger correctement. Chaque fois qu'Élise me souriait, me touchait la main ou me demandait comment allait le travail, je la voyais d'un œil nouveau, comme si je regardais un personnage qu'elle jouait pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Elle était plus légère maintenant, presque euphorique. Ce n'était pas bon signe. Puis, enfin, 5 jours plus tard, nous avions une autre séance de prévue. Je me suis assuré que nous prenions le même canapé. Quand Élise s'est excusée pour aller aux toilettes vers la fin, je me suis adossé, j'ai faim de m'étirer et j'ai glissé ma main dans la même fente. Rien. Mon pouce est accéléré. J'ai réessayé, plus profondément, plus lentement, et puis là, juste sous la doublure intérieure en mousse, coincé de travers. Je l'ai sorti, l'ai empoché en douceur et l'ai glissé dans ma veste comme si j'enlevais une peluche. Au moment où nous sommes sortis du bureau, mes mains étaient moites, mais j'ai souri. Le genre de sourire que vous portez quand vous tenez quelque chose de radioactif dans votre poche et que personne ne le sait. Cette nuit-là, j'ai attendu qu'Élise soit endormie. Sa respiration était régulière, une main repliée sous sa joue. Je me suis glissé hors du lit et j'ai fermé la porte de mon bureau derrière moi. Mes paumes tremblaient en branchant l'enregistreur sur mon ordinateur portable. 3 dossiers. J'ai cliqué sur le premier. Il a commencé comme je m'y attendais. Des bruits de pas, des murmures, le son doux des coussins qui se déplacent, une chaise qui grince, la voix d'Arlin, la voix d'Élise, des banalités, puis le silence, et puis son rire. Ce n'était pas le rire qu'elle me donnait. Le genre poli, mesuré. Celui-ci était différent, libre, détendu, familier. Arlin a parlé à nouveau, cette fois plus lentement, plus calmement. J'ai augmenté le volume. Nous ne sommes pas obligés de parler de Ryan, a-t-il dit. Puis sa voix à nouveau. Je sais. J'aime bien quand c'est juste nous. Quelque chose s'est retourné dans mon estomac. Elle a continué à parler de son stress, de sa confusion, de son épanouissement, de sa gratitude, puis les mots se sont fondus en autre chose. Un ton plus doux, un changement dans la respiration, une proximité que je pouvais entendre mais pas voir. Puis un faible son, une peau frôlant un tissu, un soupir, un halètement, puis le silence, puis sa voix à lui, de nouveau. Plus basse maintenant, plus proche de son oreille. La prochaine fois,
laisse-lui quelque chose à quoi se raccrocher. Tu sais ce que ça lui fera. J'ai arrêté l'enregistrement. Pendant un long moment, je suis resté assis là, dans le noir. Je n'ai pas tremblé, je n'ai pas pleuré. J'ai juste écouté mon cœur ralentir comme s'il me préparait. Car maintenant, je n'avais plus besoin de deviner. Je savais. Le dîner était l'idée d'Élise. Elle a fait des spaghettis, une vraie sauce, pas celle en pot. Du pain à l'ail grillé juste comme je l'aimais. Un verre de vin rouge déjà versé avant que je ne m'assoie. Elle portait le chemisier vert qui, selon moi un jour, faisait ressortir ses yeux. J'ai failli rire. Même maintenant, peut-être surtout maintenant, elle mettait en scène. Nous avons mangé principalement en silence, le cliquetis des couverts et le doux bourdonnement du lave-vaisselle servant de fond sonore à l'attention. Elle a enroulé sa fourchette lentement, puis a levé les yeux. « Tu as l'air heureux ce soir, dit-elle. » J'ai posé ma fourchette, j'ai croisé son regard. Je le suis. Son sourire a vacillé une seconde. Oui, ai-je hoché la tête. Parce que les papiers du divorce sont prêts. Sa main s'est figée en l'air. Puis, lentement, délibérément, elle a posé sa fourchette. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas répété, j'ai juste atteint la poche intérieure de mon manteau, toujours drapé sur le dossier de ma chaise. J'ai sorti l'enregistreur, je l'ai posé doucement sur la table entre nous et j'ai appuyé sur lecture. La pièce s'est remplie du faible bourdonnement de cette voix maintenant familière. Arlin, puis la sienne, riant, respirant. Un instant plus tard, le halètement. Le silence qui a suivi était nucléaire. La bouche d'Élise s'est entr'ouverte, les yeux écarquillés. Elle ressemblait à quelqu'un à qui on venait de verser de l'eau glacée dans les poumons. Je ne comprends pas ce que c'est. Tu n'as pas besoin de comprendre, dis-je. Tout est là. Chaque mot, chaque son. Ses mains tremblaient. Tu m'as enregistré? J'ai laissé l'enregistreur dans le canapé il y a 2 semaines, dis-je calmement. Il a capté 2 séances complètes, une avec nous deux, une avec juste toi et Arlin. Elle a tendu la main vers l'appareil comme pour le faire tomber de la table, mais je l'ai attrapé avant. Trop tard, trop lent. S'il te plaît, Ryan, dit-elle, sa voix se brisant enfin. Tu ne comprends pas, je comprends tout, dis-je. Je comprends que tu voulais que je sois docile, confus. Je comprends que la thérapie n'a jamais eu pour but de nous réparer. Elle avait pour but de m'adoucir avant le coup final. Ryan, non. Ne fais pas ça. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ça ne voulait rien dire. Alors pourquoi pleures-tu? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a réessayé. Je n'avais pas prévu que ça arrive. Il m'écoutait. Il me donnait l'impression d'exister. Je ne voulais pas, point me trahir. Je me suis penché en avant, les coudes sur la table. Tu ne voulais pas tomber dans les bras de quelqu'un d'autre derrière le bureau d'un psychologue. Tu ne voulais pas instrumentaliser son diplôme et ma confiance pour me détruire lentement, séance après séance. Élise s'est étouffée dans un sanglot. Ce n'était pas comme ça. Tu as planifié la première dispute, dis-je calmement. Tu as fait en sorte que je me sente comme le problème pour pouvoir me traîner dans son bureau et obtenir la validation des 2 côtés. Elle a secoué la tête comme une enfant prise en train de voler. Ça a dérapé. Non, dis-je en me levant. Ça a été enregistré. J'ai laissé l'enregistreur sur la table, toujours en pause au milieu de la séance. Elle le fixait comme s'il pouvait exploser. Et d'une certaine manière, il l'avait déjà fait. Elle s'est levée, chancelante. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je l'ai regardé longuement, j'ai observé ses joues rouges, ses yeux effrayés, le tremblement dans sa voix. Puis j'ai parlé avec une voix qu'elle ne m'avait jamais entendue. L'avocat l'a déjà. Le divorce est enclenché. Soit tu signes et tu t'en vas avec un peu de dignité, soit on va jusqu'au bout et tu perds tout. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. La minuterie du four a sonné sans aucune raison. Je suis sorti de la cuisine, la laissant là, debout, figée, exposée. Exactement comme elle m'avait voulu. Mais cette fois, les rôles s'étaient inversés, et la partie était maintenant à moi. 2 jours plus tard, nous nous sommes revus. Cette fois, pas dans une cuisine, pas sur un canapé, mais dans le silence gris et stérile d'une salle de conférence d'avocats. Élise était assise en face de moi à la longue table en acajou. Son avocat,
un homme décharné aux cheveux clairsemés et qui tapotait nerveusement son stylo, semblait plus mal à l'aise qu'elle. Mais elle avait les mains jointes, les jointures blanches, les lèvres pincées en une ligne qui ressemblait à peine à son rictus habituel. Elle ne m'avait pas parlé depuis la nuit où j'avais joué l'enregistrement, et je ne l'avais pas appelée depuis. Je n'en avais pas besoin. Les preuves étaient déjà en mouvement, soumises, horodatées, documentées. Ce que j'apportais à cette table aujourd'hui n'était pas de la vengeance. C'était des mathématiques. Mon avocate, Evelyn Kerr, vive, froide et valant chaque dollar, a posé un dossier devant Élise et son avocat. Monsieur Vaughn est prêt à offrir un règlement, dit-elle d'un ton plat. 30% des biens matrimoniaux, dissolution immédiate, sans contestation, sans traîner ça dans la presse. Mais seulement, elle fit une pause, si votre cliente fournit une déclaration sous serment confirmant que la liaison avec le docteur Arlin a eu lieu. J'ai regardé Élise cligner des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. Puis son avocat s'est éclairci la gorge. C'est une demande très agressive. Si je peux me permettre. Elle l'admet, l'interrompis-je, la voix basse mais claire. Elle obtient 30%. Elle le nie, nous soumettons l'enregistrement à des experts en analyse audio-forensique, nous confirmons l'identité vocale, et nous engageons une procédure pour faute exclusive. Elle repartira avec rien. Son avocat a rouvert la bouche, mais Élise a levé la main. Je veux lui parler, dit-elle doucement. Seule. Evelyne m'a regardé. J'ai hoché la tête une fois. Les avocats ont quitté la pièce. Le silence qui a suivi était plus froid que l'air de Denver dehors. Élise avait l'air plus âgée aujourd'hui, pas brisée exactement, mais effrayée, comme quelqu'un qui a tout misé et qui vient de réaliser que la maison gagne toujours. Tu ferais vraiment ça, a-t-elle demandé. Me traîner dans la boue. Je n'ai pas détourné le regard. Ce n'est pas moi qui te traîne. Je te regarde te noyer toute seule. Les larmes lui sont montées aux yeux. Pas théâtral cette fois. Pas répété. Je ne savais pas comment nous réparer, a-t-elle murmuré. Je me sentais seule. Alors tu as fait en sorte que je me sente fou. Tu as construit toute une scène pour que je doute de moi-même pendant que tu te donnais à quelqu'un d'autre derrière le rideau. Je ne voulais pas, tu ne voulais pas que je le découvre, ai-je corrigé. Sa voix s'est brisée. Nous nous effondrions, Ryan. Alors tu pars. Tu t'en vas. On n'utilise pas la thérapie comme un cheval de Troie pour la trahison. Elle a couvert son visage de ses mains, les épaules secouées, mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tendu la main vers elle. Cette partie de moi, celle qui se serait adoucie, était morte depuis longtemps. Après un long moment, elle a levé les yeux. Qu'est-ce qui se passe si j'admets? Tu obtiens 30%, dis-je. Et je ne parlerai plus jamais de ça. Pas de réseaux sociaux, pas d'interviews, pas de politique de la terre brûlée. Et si je ne le fais pas? Je me suis penché en avant. Tu sais ce que contient l'enregistrement. Tu sais ce que l'authentification vocale fera à ta crédibilité, et tu sais exactement comment le tribunal traite l'infidélité lorsque les biens sont contestés. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis, d'une main tremblante, elle a tiré la déclaration sous serment vers elle. Sa signature ne ressemblait en rien à l'écriture cursive assurée que j'avais vue sur les cartes d'anniversaire et les enveloppes de Noël. Elle semblait brisée, comme elle. Lorsque les avocats sont revenus, l'avocat d'Élise semblait stupéfait. Evelyne a vérifié les documents. Nous déposerons ça d'ici vendredi. Alors qu'Élise se levait pour partir, elle m'a jeté un regard, la bouche ouverte. Peut-être pour dire pardon, peut-être pour ne rien dire. Mais j'avais déjà détourné le regard. Parce que le pardon n'était pas sur la table. Seule la liberté l'était. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais. Juste des rangées de bancs de style église, un éclairage fluorescent terne, et une toux occasionnelle qui résonnait sur les murs beiges. Pas de musique dramatique, pas de coups de marteau, juste de la paperasse, une procédure, et des gens essayant de paraître neutres pendant que des vies prenaient tranquillement fin sur le papier. Élise était assise à une table voisine, les cheveux tirés en arrière si fermement qu'on aurait dit qu'il la maintenait entière. Elle portait un blazer noir et pas de maquillage, probablement sur les conseils de son avocat pour paraître sincère. Ses mains restaient jointes sur ses genoux, tressaillant de temps en temps comme si elle voulait attraper quelque chose qui n'était plus là. La juge Lististée a parcouru la déclaration sous serment en haussant un sourcil. « Madame Vaughn, est-ce votre déclaration ?» Élise s'est levée.
Oui, votre honneur. Et est-ce votre témoignage sous serment que vous avez entamé une relation sexuelle avec votre conseiller conjugal, le docteur Grand-Arlin, au cours de son traitement de vous et de votre mari? Sa voix était faible, mais claire. Oui. La salle n'a pas poussé de cri de surprise, mais quelque chose a quand même semblé tomber. La juge a hoché la tête une fois, sans drame. Alors le tribunal procédera au divorce comme stipulé dans les termes du règlement. 30/70e. Division des biens. Sans contestation. Différence irréconciliable avec une cause attribuée à une faute conjugale. Je n'ai pas bronché, pas cligné des yeux. Le marteau a frappé une fois, et juste comme ça, c'était fini. J'ai rassemblé mon dossier, les papiers maintenant signés, mon avenir réaligné, et je me suis levé. Élise est restée assise. Je suis passé à côté d'elle sans la regarder, mais je pouvais sentir sa respiration se couper. Je pouvais sentir les excuses qu'elle ne dirait plus à voix haute. Plus tard cette semaine-là, les médias ont eu vent de l'affaire. Une déclaration divulguée par le greffier du tribunal. Psychologue agréé suspendu après une liaison avec une cliente révélée lors d'un témoignage au tribunal. C'est passé aux informations locales. Juste quelques brèves au début, un langage clinique, pas de photos. Puis l'université où Arlin avait autrefois donné des conférences a publié une déclaration d'inquiétude. Le site web de son cabinet a disparu. Le silence professionnel autour de lui s'est fait de plus en plus assourdissant. Je n'ai jamais parlé publiquement. Je n'en avais pas besoin. Certaines personnes ont posé des questions, des collègues, des amis communs. Même Derek a envoyé un texto, « C'est le même psy de ton histoire ?» J'ai répondu par un simple « Ouais ». Il est fini. Et c'était suffisant. La maison s'est vendue rapidement. Je n'ai pas pris grand-chose. Juste quelques cartons, quelques vieux disques, la montre de mon père. J'ai laissé les meubles, le lit, même l'argenterie. Élise pouvait garder les symboles. J'ai pris la paix, le calme, et une nuit, alors que je me tenais dans l'embrasure de la porte vide avec le dernier carton dans les bras, j'ai jeté un dernier regard en arrière. La maison paraissait plus petite maintenant, plus légère. Comme si elle aussi était soulagée. Puis j'ai fermé la porte pour de bon. Derek nous a commandé un double à tous les deux. Le même bar où nous allions après les matchs de softball. À l'époque où Élise n'était qu'un nom que je prononçais avec un sourire, pas une cicatrice que je portais sous les côtes. À la liberté, a-t-il dit en levant son verre. Nous les avons entrechoqués. Le mien est resté intact une seconde. J'ai juste regardé le liquide ambré tournoyer. J'arrive pas à croire que tout est fini, a dit Derek en balayant du regard le bar tranquille. On dirait que c'était hier que tu me chuchotais des histoires de pièges thérapeutiques autour d'un café brûlé. J'ai souri. Ouais, et tu te marrais. Pour être juste, dit-il, ça semblait complètement dingue à l'époque. Je me sentais dingue. Derek a hoché la tête. Plus sérieux maintenant. Mais tu ne l'étais pas, j'ai enfin pris une gorgée. Ça a brûlé en descendant, mais c'était propre. Pas d'arrière-goût amer. Pas de mensonge nageant au fond de ma gorge. Il s'est accoudé au comptoir. Et maintenant? Tu recommences à zéro, tu déménages. J'y ai réfléchi. Je me suis dit, autre ville, nouveau nom. Mais ça voudrait dire fuir quelque chose. Je ne veux pas fuir. Il a penché la tête. Tu veux reconstruire? Non, dis-je en posant mon verre. Je veux redessiner. Il a laissé cette idée mûrir, puis a demandé, tu crois encore aux gens, à l'amour? Je n'ai pas répondu tout de suite. Non pas parce que je ne savais pas, mais parce que je savais enfin. Je crois qu'il faut faire attention, dis-je. Je crois que les gens te montrent qui ils sont si tu n'as pas trop peur de regarder. Il m'a étudié une seconde. Alors, tu referais tout? J'ai secoué la tête. Non, mais j'écouterai mon instinct dès la première fois. Derek a esquissé un demi-sourire. On dirait un truc qu'un thérapeute dirait. J'ai ri, vraiment ri, puis je l'ai regardé dans les yeux. Tu sais ce qui me fait le plus peur? Quoi? Je n'ai pas été brisé par ce qui s'est passé. J'ai été brisé par le temps que j'ai laissé passer. Il n'a pas discuté, parce qu'il savait que j'avais raison. Nous avons fini nos verres dans un silence qui ne faisait plus mal. Et quand nous sommes sortis dans la fraîche nuit de septembre, j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Pas de regret,
pas de vengeance, juste de l'espace. De l'espace pour quelque chose de nouveau, pas précipité, pas forcé, pas masqué par la politesse ou le timing parfait, mais réel. Et la prochaine fois, je n'attendrai pas de preuves. La prochaine fois, je ferai confiance à mon instinct dès le début, et je partirai avant d'avoir à ramper.